Salut tout le monde et bienvenue pour cette 100e vidéo. Et c'est avec plaisir qu'aujourd'hui, du coup, pour l'occasion, j'ai choisi de vous parler de mes 5 films préférés de tous les temps, ever. Je me suis dit, quoi de mieux que ça pour une 100e vidéo? J'ai cherché pendant 15 ans de quoi j'allais pouvoir parler dans cette 100e et je me suis dit, mais tout simplement, mes 5 films préférés. Parce que c'est le genre de vidéo qu'on garde et au final je me suis dit, pour fêter la 100e, quoi de mieux que ça? Donc je vais revenir sur mes 5 films préférés sans spécialement spoiler ou rentrer trop dans les détails puisque je pense que tôt ou tard je finirai par parler des 5 individuellement en faisant des critiques beaucoup plus complètes. Alors c'est parti et c'est avec plaisir du coup que j'entame cette 100e vidéo en ayant la même tenue que j'avais mis dans la première vidéo. 15 kilos en plus mais c'est pas grave. Il est mignon. Il ressemble à un petit cochon, mais il est mignon. Allez, c'est parti. En 5e position, ça va être directement Titanic. Mais bien sûr, Titanic. Et oui, Titanic, pour moi, c'est la définition même de tout ce que doit être un blockbuster hollywoodien. C'est maîtrisé de la première à la dernière seconde. L'écriture des personnages, la réalisation qui est impeccable. Les effets spéciaux, c'est une leçon de cinéma, c'est une leçon de maîtrise. Pour moi, c'est un cas d'école de comment réussir un film à la perfection, qui soit à la fois tout public, qui soit à la fois distrayant, émouvant, drôle, qui passe du coup par toutes les étapes, parce que Titanic, c'est ça. J'ai longtemps hésité à le mettre dans mon classement, mais je me suis dit, j'avais beau réfléchir, pour moi, il devait y être. Mais je ne me voyais pas le mettre plus haut parce que oui, il a eu un impact dans le sens où il m'a permis de voir le cinéma différemment, mais c'est juste un impact dans le sens où j'ai enfin compris ce que devait être pour moi un vrai blockbuster. À côté de ça, il ne m'a pas marqué personnellement. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je tombe dessus, je me sens obligé de le regarder et pour moi, c'est une des pierres angulaires du cinéma. Sans Titanic, je pense qu'il y a eu un avant, un après. Et pour tout ce qu'il représente et du coup pour tout ce qu'il m'a permis de découvrir dans le cinéma, parce qu'il y a carrément des genres de cinéma vers lesquels je ne me serais jamais orienté si je n'avais pas découvert ce film, ou en tout cas certains aspects de la réalisation de ce film. Donc rien que pour ça, merci James et merci à Titanic du coup d'être ce qu'il est, à savoir le blockbuster par définition. Et pour finir avec Titanic, oui, bien entendu que Leonardo aurait pu tenir sur cette foutue porte si elle avait bougé son gros popotin, Kate Winslet. Bref. On enchaîne. 4e position, ça va être Batman le défi. Le 2e film live de Batman. Je ne compterai pas le tout premier qu'il y a eu dans les années 60. Mais alors là, réalisé par Tim Burton, cette fois-ci, contrairement au premier film avec le Joker, cette fois-ci Tim Burton a eu carte blanche pour faire absolument ce qu'il voulait. Et franchement, incroyable. Déjà pour moi, ce n'est pas un film de super-héros parce que vraiment on déconstruit le mythe du super-héros. C'est un film où il n'y a pas une seule scène de jour, c'est très sombre, très poétique, très fantastique. C'est un espèce de conte horrifique où on va faire un film de super-héros mais qui en même temps sera centré uniquement sur les méchants. Donc déjà, c'est assez osé de faire ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont reproché ça au film. Personnellement, j'ai trouvé que c'était très osé et que c'était vraiment un parti pris incroyable. Je trouve que tout fonctionne. La musique, la façon dont sont narrées les histoires, l'acting de Michel Pfeiffer, mais parlons-en. Celui de Danny DeVito, c'est pareil. Ils ne sont pas seulement des interprètes là pour le coup. Ils sont les personnages, vraiment. Ils les vivent, ils les incarnent, mais comme personne ne pourra jamais les incarner, je pense. Même si je pense aussi qu'il faut rendre justice à Anne Hathaway qui faisait une très bonne Catwoman, c'est juste qu'elle n'a pas été servie par un bon scénario. Fermez la parenthèse. Batman le défi, c'est un film que je voulais voir quand j'étais petit, mais ma mère ne voulait pas parce qu'elle l'avait vu et elle m'a dit non, c'est beaucoup trop horrifique pour toi, tu attendras d'être plus grand. Et du coup, j'avais découpé la jaquette dans ce magazine-là, TV Jaquette, hein, je pense que tout le monde a connu, ou TV Cassette, je crois. Et du coup, je regardais la jaquette du coup du film et je voulais trop le voir. Et un jour, il est passé sur RTL 9 et j'ai dit, maman, maintenant, est-ce que je peux le voir? Et elle m'a dit, oui, maintenant, je t'autorise. Et là, je me suis pris une claque. Vraiment, cette scène d'intro où ça monte crescendo, vraiment.
Et on te tease l'arrivée du pingouin qui est censé être vraiment le Satan, quoi. Et pourtant, mais pas du tout. On te montre quelqu'un de gentil, mais pas réellement. Le fait qu'on vienne inclure à tout ça un troisième méchant qui a été inventé de toutes pièces, et cette fois-ci pour le film, qui va être un petit peu le marionnettiste de tout ça. Cette scène avec les masques, c'est ce bal masqué là où il décide de ne pas avoir de masque, là aussi un espèce de sens absolument incroyable. Il y a une philosophie, une poésie et une imagerie totalement horrifique, mais horrifique je dirais désabusée. C'est pour moi le meilleur film de Tim Burton. Pour moi, ce film, c'est vraiment la définition de ce que doit être un conte macabre et de ce que doit être une déconstruction du super-héros. Bref, vous l'aurez compris, Batman le défi, pour moi, c'est un pur chef-d'œuvre. Maintenant, je reconnais que je peux comprendre que beaucoup ne l'aient pas aimé pour son côté totalement atypique. Mais pour moi, c'est vraiment un film qui m'a marqué, que j'ai dû voir une bonne cinquantaine de fois et que pour le coup, je connais par cœur et qui, à mon sens, est parfait de bout en bout. On enchaîne à la troisième position. Ça va être un dessin animé, forcément de Walt Disney, et ça va être Alice au pays des merveilles. Ceux qui ont vu ma vidéo sur mon top 5 de Walt Disney, si tu ne l'as pas fait, n'hésite pas à aller la regarder. Vous saurez du coup que Alice au pays des merveilles est mon Disney préféré, et que au-delà de ça, je vais arrêter de jouer avec mes mains, c'est insupportable. Et au-delà de ça, Alice au pays des merveilles, pour moi, c'est surtout un dessin animé que j'ai découvert encore une fois, alors que j'étais souffrant, sous la couette, à 3 jours de Noël. Je zappais de chaîne en chaîne, comme ça, avec juste ma main qui sortait dans dessous de la couette pour zapper. Et là, je tombe sur Arte, oui, oui, Arte, qui diffusait Alice au pays des merveilles. Je ne l'avais jamais vu. Et du coup, je suis tombé pile au moment où le film commençait. C'était le générique de début avec cette chanson incroyable, Pays du merveilleux. Et là, je n'ai pas compris ce qui se passait. J'étais complètement malade, donc j'étais complètement défoncé, si tu veux. Et, et là, voilà, un garçon de 8 ans, complètement au bout de sa vie, tellement il est malade, et qui se retrouve devant Alice au pays des merveilles de Disney pour la première fois. Ça donne une espèce de trip totalement surréaliste. Ce qui fait que pour moi, ce film a vraiment une connotation particulière, parce qu'à chaque fois que je le revois maintenant, je l'associe à ce moment-là où j'ai eu l'impression que ma vie s'est arrêtée pendant 1 heure et quart et que j'ai été transporté moi-même au pays des merveilles. Et j'ai une tradition du coup, c'est qu'à chaque Noël, je coupe mon téléphone, je le mets en mode avion et je me mets devant Alice au pays des merveilles, sous la couette, sans lumière. Vraiment, je me refais ce film dans les mêmes conditions que la première fois. Et c'est toujours pareil, je suis hypnotisé, je suis emmené dans cet univers. Et Alice, pour moi, c'est voilà, c'est la définition, là aussi, du film d'animation qui n'est pas forcément accessible à tout le monde, mais qui, je trouve, arrive à te capter, arrive à t'hypnotiser. Parce que c'est ça. Ce Alice de Disney, pour moi, j'ai l'impression qu'il agite le pendule devant toi dès la première seconde, et que tu es dedans et toi, tu es comme ça. Toi, tu es hypnotisé, tu sais pas ce qui se passe. Et à la fin, on te libère de façon assez brutale en te disant c'est fini, retour à la vie. Et du coup, Alice, pour moi, c'est une expérience totalement folle, totalement incroyable. Et c'est pour ça que ça fait partie de mes films préférés de tous les temps. Parce que je trouve que là, Disney ne nous a pas offert simplement un film d'animation, mais encore une fois, un voyage totalement onirique, totalement fantastique, totalement déluré, mais surtout totalement hypnotisant. Et ça marche à chaque fois. Bref, je le mets en troisième position parce que vraiment, pour moi, il a une signification toute particulière, vous l'aurez compris. En deuxième position, alors là, ça va être deux salles de ambiance. Massacre à la tronçonneuse de 1974, l'original, le premier, le seul et l'unique. Vous le savez, si vous suivez un petit peu cette chaîne, je suis méga fan de films d'horreur. Notamment des grosses licences, mais des anciennes licences. Massacre à la tronçonneuse, c'est clairement pas ma licence favorite, je vais pas vous mentir. Mais ça n'empêche que le premier, pour moi, c'est une masterpiece. Désolé pour l'accent. C'est vraiment... je veux dire, voilà. On a eu Halloween, le premier, La Nuit des Masques, qui a, entre guillemets, révolutionné le slasher, qui lui a donné ses lettres de noblesse et qui a permis de lancer le genre. Et on a eu Massacre à la tronçonneuse, qui, lui, nous a tout simplement permis de lancer le genre
totalement glauque, totalement poisseux, totalement crasseux, et surtout centré sur, entre guillemets, des vrais gens. Parce que là, c'est pas un espèce de tueur en série totalement malade, échappé d'un asile. Non, c'est des vrais gens qui ont tout perdu et qui, du jour au lendemain, du coup, mais ont aussi perdu la tête. Quand on te... et je trouve qu'il y a un espèce de rapport social dans ce film. Là aussi, je pense que ce film, c'est un cas d'école dans le sens où, ouais, si tu enlèves à un peuple ou à une certaine partie de population tous ces repères, tu lui enlèves toute forme de travail et du coup, forcément, toute forme de revenu. Du coup, elle est livrée à elle-même et du coup, comment fait-elle pour survivre? Comment fait-elle pour ne pas perdre la raison? Et je trouve qu'il y a ce rapport social totalement fou. Et au milieu de ça, tu vas y jeter des jeunes hippies en pleine période hippie qui du coup, eux, seront là, wouh, et ils vont pas comprendre ce qui se passe. Et du coup, ça va être un espèce de choc culturel. Et limite, tu en arrives à presque avoir de la peine et de la compassion pour cette famille qui tue nos jeunes. Et c'est très étrange. C'est cette façon dont Tobe Hooper va filmer tout simplement des boîtes de conserve dans un arbre avec un coucher de soleil à l'arrière. Ce plan est incroyable, c'est probablement l'un de mes plans préférés du cinéma, tout genre confondu. C'est des plans qui sont angoissants, qui sont en même temps stupéfiants de par leur beauté et leur extrême simplicité. Bref, Massacre à la tronçonneuse, c'est tout ça. C'est une espèce de road trip horrifique, une espèce de road trip presque culturel dans le sens où il veut te faire passer des messages ultra politiques mais qui sont bien déguisés volontairement, et en même temps ça va être un espèce de délire totalement visuel. Tobe Hooper, il nous livre là aussi, pour moi, c'est un film qui est comme Alice au Pays des Merveilles. Là aussi on est sur une expérience, et une expérience dont pour le coup on va pas spécialement sortir indemne parce que on sort de là et limite tu te dis ouah, mais à quoi je viens d'assister. Et il y a un côté presque tellement réaliste que tu te dis ouah, c'est vraiment malsain, c'est vraiment malaisant, et en même temps ça pourrait arriver. C'est Massacre à la tronçonneuse, je trouve qu'il a apporté un vent de fraîcheur au cinéma d'horreur. Il a permis pour moi de réinventer, ou même d'inventer, diront certains, toute cette vague de réalisme entre guillemets dans les films d'horreur et de basique, je dirais, tout simplement basique, des jeunes qui vont se faire tuer par des vrais gens. Et ça, pour moi, c'est ce qu'a apporté ce film. C'est lui qui a révolutionné ce concept-là, je pense. Et pour ça, c'est vraiment un des plus grands films d'horreur de tous les temps. Si ce n'est le plus grand, pour moi, encore une fois. Ce film a tellement de choses à apporter, et je pense que même encore aujourd'hui, quand je le revois, j'y découvre des choses que je n'avais pas vues la première fois. Et le pire, c'est que c'est un film qui est totalement fauché en termes de budget. Comme quoi, il suffit pas grand-chose pour faire des grandes œuvres. On enchaîne avec la première position. En première position, ça va être The Tree of Life, l'arbre de vie de Terrence Malick. Et oui, bien entendu, The Tree of Life, c'est mon film préféré de tous les temps. Terrence Malick est un réalisateur qui pour moi est un véritable dieu vivant, mais vraiment c'est mon dieu vivant. Et j'adore tout ce qu'il fait. Il n'y a pas un film que je n'aime pas. Il y en a que j'aime moins, mais il n'y en a pas un que je n'aime pas. Et pour moi, The Tree of Life, quand je l'ai vu la première fois, j'ai vraiment eu ce sentiment que ça y est, on y était. On allait crescendo, crescendo, et d'un coup, là, ça y est, on touchait le ciel, clairement. C'était la perfection. Il y a tout pour moi qui fonctionne dans ce film. Mais on est clairement sur une œuvre totalement atypique, totalement poétique. Et là, clairement, on peut passer à côté. Je l'ai fait voir à ma mère qui est passée à côté, qui m'a dit « ça ne me plaît pas du tout, je reconnais la grande qualité visuelle, mais c'est tout ce que j'en retiens. » Pour moi, ce Tree of Life, c'est un voyage familial. Au-delà des drames, au-delà des conflits, la religion qui vient s'en mêler. C'est cet aspect, encore une fois, ultra ésotérique qui vient saupoudrer cette famille qui vit un drame, et même plusieurs autres drames, et qui du coup part dans ses souvenirs pour essayer d'oublier, en fin de compte. Et en même temps, tu vas avoir ces scènes oniriques qui vont se superposer avec nos personnages qui se retrouvent, qui s'éloignent. Bref, The Tree of Life, je trouve que c'est pas juste une œuvre poétique, c'est un ensemble d'œuvres poétiques qu'on va mixer ensemble et qu'on va mettre dans un seul et même film.
C'est comme si tu mélangeais le plus grand tableau de Van Gogh avec le plus grand tableau de Picasso. Tu te dis sur le papier, ça va donner un truc totalement chelou. Et en fin de compte, pas du tout. Ça donne une œuvre qui est encore plus folle que les deux prises indépendamment. Et pour moi, c'est ça. The Tree of Life, ce n'est pas un film. C'est une œuvre d'art. Réellement, c'est une œuvre d'art et tout le monde, du coup, peut l'interpréter à sa façon. Certains diront, ce n'est pas de l'art. Certains diront, waouh, c'est une œuvre comme je n'ai jamais vu auparavant. Et c'est ce que moi, j'ai ressenti. Vraiment. La musique est incroyable, signé Hans Zimmer. Le jeu d'acteur totalement fou. Mention à Brad Pitt, Sean Penn et surtout Jessica Chastain. C'est à partir de ce film que vraiment j'ai dit c'est mon actrice préférée. Je l'avais adorée avant, mais avec ce film vraiment, je me suis dit là, ça y est, pour moi, elle aussi, elle touche le ciel dans son interprétation. Je pense qu'elle survole les autres acteurs dans ce film, même si les autres jouent excellemment bien. Je trouve que Terrence, là, encore une fois, même en termes de visuel, il ne nous avait jamais offert des plans aussi beaux, des plans aussi travaillés, des plans aussi soignés. Encore une fois, ce film est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art qui est ultra parfaite, qui est ultra soignée, qui est ultra maîtrisée, où il n'y a pas le moindre petit millimètre de défaut. Tout est parfait. C'est un voyage que je vous invite à faire, c'est un voyage que je vous invite à découvrir, et surtout, c'est un voyage que je vous invite à vivre. Parce que clairement, c'est quelque chose qu'on vit, ce Tree of Life. Ce n'est pas quelque chose qu'on regarde ou qu'on contemple seulement. C'est un film qui est vivant par tous ses aspects et qui peut paraître très lourd alors qu'en réalité, il est tellement léger. Et quand tu sors de là, tu te dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et pour le coup, beaucoup ont dit, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris. Et moi, j'avoue qu'il y a des choses, encore aujourd'hui, je pense que je ne comprends pas dans ce film. Mais est-ce que c'est réellement fait pour être compris? Est-ce que c'est pas justement fait pour que ce soit comme une œuvre d'art? Que chacun puisse la comprendre à sa façon, sans qu'il y ait réellement de signification. C'est ça, ce Tree of Life. Donc voilà, ce Tree of Life, pour moi, c'est le film parfait absolu. Terrence Malick, mon Dieu vivant, et un jour, je vous offrirai mon classement de ces films. Voilà, cette 100e vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu l'as aimé. Que penses-tu de mon top 5 films de tous les temps? Dis-moi quel est le tien. N'hésite pas à me dire ce que tu penses du mien, à commenter ou même critiquer les films dont j'ai parlé, dans la bienveillance bien entendu. Et ma foi, très vite fait, petit épilogue, juste pour vous dire merci. Vous êtes un peu plus de 170 aujourd'hui à me suivre. Et c'est touchant, ça fait plaisir. Alors oui, bien sûr que je voudrais que vous soyez beaucoup plus nombreux, mais peu m'importe, je préfère en avoir peu et qu'ils me suivent que beaucoup et qu'ils ne me suivent pas. Donc en attendant, je continue de faire ce qui me plaît, de parler ce que je veux, surtout que j'ai changé de formule en cours de route. Original Critique est devenu Dams Papote et je me sens beaucoup plus libre de papoter avec vous, maintenant que je peux parler de ce que je veux et que je ne me mets plus de filtre ou de barrière. Bref, merci à vous et en route pour la 200e, en espérant que vous soyez toujours au rendez-vous, encore plus nombreux et encore plus bienveillants. Bref, merci à vous pour tout. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à plus.